Vous savez, le problème qu'on a, nous, en Occident, avec l'Iran, et comme un peu avec tous les autres pays du monde, c'est qu'on a du mal à concevoir que les autres soient aussi intelligents que nous. Un dignitaire iranien disait il y a quelques mois, nous fabriquons des missiles comme vous fabriquez des cigarettes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des tirs avaient été envoyés depuis Israël sur l'Iran. Est-ce que ça vous a surpris comme opération, Régis Le Sommier ? Bah écoutez, ça fait quand même, quand on observe, on va dire, les dynamiques en place dans la région, quand on scrute depuis longtemps la politique, en particulier depuis le 7 octobre, tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, on pouvait se douter que quelque part ça arriverait et que l'affaire iranienne ne resterait pas indéfiniment comme ça. Il y avait la volonté d'abord affichée depuis des années d'attaquer l'Iran de la part de Benjamin Netanyahou. C'est quelque chose qui a été clairement exprimé pour détruire le régime des Mollahs. Il a ses partisans, il y a beaucoup d'Israéliens qui pensent que le danger est là. Il y a aussi des Israéliens, il faut le souligner, qui ne pensent pas qu'il faille détruire l'Iran. Ça a été d'ailleurs exprimé par pas mal d'anciens chefs du Shin Bet. Vous savez, l'avantage avec Israël, c'est qu'on arrive toujours à avoir des opinions très différentes et souvent beaucoup plus larges qu'en France sur ces questions. Et donc, ça m'a surpris. Ce qui m'a, on va dire, surpris, c'est peut-être, je pense qu'il y avait une fenêtre de tir. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que Benjamin Netanyahou a failli perdre sa majorité à la Knesset juste avant, pour une question d'ailleurs de comment liée au fait que les religieux en Israël ne vont pas au front et que en gros la coalition de Benjamin Netanyahou, en tout cas il y avait un projet de loi pour les faire combattre comme les autres. La droite religieuse y était hostile et donc il y a eu des menaces de départ de cette droite religieuse qui aurait mis Benjamin Netanyahou en minorité. Et en Israël, quand un Premier ministre est mis en minorité, il s'en va et c'est un autre Premier ministre qui prend la suite. Donc il y a eu ça juste avant. Il y avait le contexte aussi, on va dire, dans la région évidemment depuis son élection, du poids de Donald Trump et de sa volonté de conclure un accord avec l'Iran. On sait que c'est allé très près, qu'il y a eu 3 rounds de négociations qui ont eu lieu sous l'égide du sultanat d'Oman, ce qui est très intéressant toujours. C'est le canal diplomatique utilisé avec les Iraniens depuis très longtemps par les Américains. Et ces discussions sont allées très loin. Elles n'ont pas abouti, mais dans la voie de Donald Trump, il y avait peut-être le potentiel d'arriver à obtenir un accord et peut-être sa première grande victoire diplomatique. Donc Donald Trump était très attaché à ça. Les pourparlers sur la question de l'enrichissement, de l'abandon du programme nucléaire iranien étaient en tout cas à vocation militaire, même si les Iraniens refusent de considérer qu'ils ont un programme à vocation militaire. En tout cas, les Américains avaient fait un certain nombre de propositions. On était donc encore dans une phase de discussion. Ce n'est pas comme si on était arrivé au bout, que les Iraniens traînaient des pieds, un petit peu comme Poutine avec l'Ukraine, et que finalement les Américains auraient dit bon, on laisse tomber, advienne que pourra. Non. Et là, je pense que même si Donald Trump a été mis au courant, il a quand même été mis au pied du mur dans cette histoire, et que Benjamin Netanyahou a voulu et veut toujours entraîner les Américains dans une confrontation large avec l'Iran, de façon à traiter la question officiellement du programme nucléaire iranien, mais en réalité à obtenir un changement de régime en Iran. Donc on est toujours dans ce processus où 3 jours d'affrontement, d'une guerre totalement inédite. Alors, je ne sais pas si dans les questions suivantes vous avez prévu qu'on revienne sur les dessous de cette guerre, parce qu'elle est absolument fascinante. Ces deux ennemis... Non, si c'est fascinant, on ne vous posera pas la question. Non, mais c'est... Non, mais vous vouliez revenir, vous, justement, sur cette guerre, et
même sur la donnée suivante, la distance qui est entre ces deux pays. C'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'au minimum, il y a 2000 kilomètres. Et en général, les avions israéliens opèrent plutôt autour de 3000, voire 4000 kilomètres, puisqu'il y a un port à l'est de l'Iran, sur la mer Caspienne, qui a été visé, qui est à 4000 kilomètres des bases des avions israéliens. Donc ça veut dire des missions de 5 heures, 6 heures, avec 2-3 ravitaillements. Donc vous voyez, c'est une projection extrêmement complexe. L'armée de l'air israélienne a déployé pour la première série de frappes 200 avions. Je crois que c'est absolument inédit dans l'histoire de l'aviation militaire que 200 avions. Peut-être que c'est arrivé au moment de l'Irak ou peut-être qu'au moment de la Libye, il y a eu une quantité d'appareils importante, mais je ne crois pas qu'on soit allé à un chiffre aussi important. Donc là, oui, Israël qui déploie son aviation, dont on sait qu'elle est une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure du monde, et ça se passe à 2000, 3000, 4000 kilomètres, avec également un travail absolument incroyable qui a été fait au sol par le Mossad. Travail qui, on l'a vu dans un premier temps, ressemble à celui qui a été opéré par le SBU contre les bombardiers stratégiques russes, mais il y a un mois, c'est-à-dire construction d'une base de drones de bon marché, hein, pas des très gros, hein, souvent des FPV, en Iran même, importation des pièces, et puis, on va dire, mise en action de tout le dispositif au moment des frappes, c'est-à-dire avec un but d'élimination des principaux cadres de l'armée iranienne, également les scientifiques, dont certains sont morts dans l'explosion de leur voiture au bas de chez eux. C'est quand même assez incroyable d'imaginer qu'Israël est capable de piloter quelque chose. Alors, on l'avait déjà vu avec l'histoire des beepers, on l'a vu avec l'assassinat de Nasrallah. Là, Hossein Salami, donc le chef des gardiens de la révolution iranienne, lui, c'est une réunion dans les sous-sols du QG des Quds, de la force des Quds, c'est-à-dire des gardiens de la révolution iranienne, à l'est de Téhéran. Une bombe a traversé et a tué tout le monde. Exactement comme Nasrallah, donc à se demander si cette personne n'était pas suivie, ses moindres faits et gestes. Et donc il y a une observation qui a été mise en place et une pénétration de l'appareil politico-militaire iranien par le Mossad, dont on s'était rendu... C'est cette fameuse phrase justement qui est très connue en Iran, qui est que personne ne sait actuellement où est l'ayatollah sauf le Mossad. Oui, c'est ça, sauf les Israéliens. Ouais. Et il y a aussi le deuxième endroit où on parle le plus hébreu au monde après Tel Aviv, c'est Téhéran. Donc bon, ça c'est l'humour. D'ailleurs, humour souvent iranien, oui. Voilà, ou souvent de l'opposition, et même les Iraniens sont assez libres, même vis-à-vis du régime. Moi, j'ai pu le remarquer pendant un voyage que j'avais fait il y a 2 ans là-bas. Et donc, c'est cette force du Mossad qui avait été, c'est intéressant, quand elle s'était montrée à l'été 2024, quand Ismaël Haniyeh avait été assassiné dans une résidence dépendante du ministère des Affaires étrangères iranien, à l'issue de l'inauguration du nouveau président iranien, après avoir rencontré le guide suprême. Haniyeh revient chez lui et il est tué d'une bombe alors qu'il s'apprête à s'endormir. Et donc, on était déjà dans une suspicion d'une infiltration extrêmement poussée de la part du Mossad de cet appareil politico-militaire. C'était en 2024. Visiblement, ça n'a pas beaucoup changé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la suite de ça, Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président de l'Iran, avait avoué que à son époque, ils avaient créé une cellule pour lutter contre le Mossad, et ils se sont aperçus que le chef de cette cellule était lui-même membre du Mossad. Voilà. Donc il y avait une sorte d'aveu de la part d'Ahmadinejad sur cette pénétration. Donc là, ce travail incroyable, cette capacité de déploiement, de frappe chirurgicale qui désarçonne totalement l'Iran dans un premier temps, mais qui n'empêche que l'Iran va riposter. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a trois nuits de riposte.
Ajouter à cela, dans le dispositif, dans le plus pour les Israéliens, la capacité qu'ils ont eue hier de frapper en plein jour. Donc, nouveau degré on va dire, de pénétration, d'aisance dans le ciel iranien qui leur appartient. Mais le revers de la médaille, je vais vous le décrire, c'est donc première nuit de frappe très impressionnante. Les Iraniens déploient au moins 5 types de missiles différents, des missiles à portée, bien évidemment, de plus de 3000 km pour certains, missiles balistiques, donc on voit la balistique iranienne se déployer sur Tel Aviv, le siège du ministère de la Défense est touché, ce qu'on appelle la Kiria, là où il y a le haut commandement de Tsahal et plein d'autres administrations est également touché. On n'a aucune image de ces deux bâtiments, parce que, vous savez, en Israël, dévoiler des images... Alors, certains, avec leurs appareils, ont montré les photos, ont montré les missiles en train de s'abattre. Il y a certains quartiers, en général les quartiers civils, où Fox News, qui fait un travail extraordinaire en ce moment en Israël, montre et parle aux gens dans les quartiers. Il y a encore des gens qui sont sous les décombres. Il y a eu des quartiers qui ont été véritablement pas rasés, mais certains ont comparé ça, on a l'impression que c'est Gaza. Donc les Iraniens ont été très très efficaces, mais on n'a vu aucun impact sur Nevatim, sur Tel Nof, qui sont les bases aériennes, qui ont été visées hier par des missiles dont on ne sait pas très très bien, et c'est là où l'inquiétude commence à poindre. On ne sait pas très très bien comment les Iraniens possèdent des choses comme ça qui arrivent du ciel à la vitesse de la lumière, qui percutent, qui traversent le dôme de fer comme dans du beurre. C'est de l'hypersonique. Ils ont l'air de maîtriser ça. On sait qu'ils en ont utilisé 5 types de missiles. Donc là, les chercheurs israéliens de l'armée sont en train de regarder. Mais on sait que les Iraniens ont à peu près 15 types de missiles différents. Et là, on se pose un moment et on se dit, attendez, les Iraniens, ils ont commencé avec les missiles. Leur affaire avec les missiles, elle commence en 2003. Grâce à la Corée du Nord, qui à l'époque leur vend un missile qu'ils ont mis en place. Donc les Iraniens l'étudient, ils commencent je crois qu'il s'appelle le Shahad, ce missile. Donc ils commencent le missile longue portée, à l'étudier, à le disséquer. Et vous savez, le problème qu'on a, nous, en Occident, avec l'Iran, et comme un peu avec tous les autres pays du monde, c'est qu'on a du mal à concevoir que les autres soient aussi intelligents que nous. Et que les Iraniens, qu'on a tendance toujours à voir comme une sorte d'Irak bis, quelque chose on dit oui, ils avaient les Perses avant, oui, d'accord, c'est un peu plus civilisé. En fait, non, c'est une véritable nation d'ingénieurs, l'Iran, et de scientifiques. Ils en ont en pagaille, ils en ont même plus qu'en France. Et donc là, tout à coup, on se rend compte qu'ils vont diriger leurs études militaires uniquement sur 2 aspects, sur l'aspect, donc des aspects non conventionnels, les drones et la balistique. Ça va être vraiment l'activité. Et quand je parle de 2003, nous sommes en 2025, ça fait donc 22 ans qu'ils travaillent là-dessus, 22 ans qu'ils ont développé ce programme. Un dignitaire iranien disait il y a quelques mois, nous fabriquons des missiles comme vous fabriquez des cigarettes. Voilà, pour dire, on en a un paquet, on en a des milliers. Alors, les experts estiment, certains disent ils en ont 10 000, d'autres disent non, en fait, il faut aller probablement jusqu'à 20 000. C'est pas 5 types de missiles différents qu'ils ont, c'est 15 types de missiles différents qu'ils ont, dont des missiles qui n'ont peut-être pas encore été utilisés. Donc là, le vrai challenge se trouve là, c'est-à-dire, il y a un officiel iranien hier qui a dit, bientôt, Israël, on va continuer comme ça, on a la capacité de les frapper pendant 6 mois, et bientôt Israël ne sera plus une zone habitable. Voilà ce qui a été dit par un officiel hier. Alors on peut dire tout ça, c'est de la rhétorique, c'est ce que faisait Nasrallah, c'est-à-dire on menace, et puis finalement, bon, là on est quand même en train de s'apercevoir qu'il y a des conséquences. Israël, Netanyahou se dit, mon armée, mon aviation, elle va pas pouvoir y aller comme ça tous les jours, 200 appareils, vous pouvez pas le faire ad vitam. Au secours, Donald Trump rentre, viens, engage-toi dans notre guerre à nos côtés. Au secours, les Européens, venez, etc., etc. On sent quand même qu'il y a une petite... Ils n'ont pas encore appelé Macron, vous avez remarqué.
Non, et Macron a dit qu'il n'avait pas été appelé. Voilà, mais il était loin, il était au Groenland là, donc. Et précisément sur cette rhétorique, ce qui semble assez étonnant de la part de Netanyahou, c'est justement que d'un côté, c'est effectivement lui qui lance l'offensive il y a quelques jours en frappant les têtes, vous l'avez dit, du régime iranien et aussi des scientifiques qui travaillaient sur les programmes d'armes atomiques dont on ne sait pas si à quel point l'Iran est proche de l'obtenir par ailleurs. Mais il y a cette offensive qui est claire et établie et qui donne lieu à une riposte. Et depuis quelques jours... j'en parlais dans le décryptage ce matin, mais il y a une certaine forme de victimisation de la part d'Israël qui explique que l'Iran est un pays absolument immoral parce qu'il frappe Israël, et d'un autre côté qui explique que eux sont le bouclier de la civilisation occidentale et enfin, quelque part du monde libre face au régime iranien. Et ce qui est compliqué, c'est que de notre côté, en tant qu'occidentaux, c'est vrai qu'on a forcément une mauvaise image du régime iranien qui reste une dictature islamique. Ça n'enlève rien à tout ça. La prison d'Evin à Téhéran, le traitement des opposants, le traitement des otages français. Je me souviens dans mon dernier voyage en Iran, donc il y a 2 ans, c'était une époque où à un moment on avait commencé à regarder la télé iranienne le soir, puis on a vu 2 Français qui avouaient devant la télé être des agents de la DGSE. Ils avaient simplement accompagné les manifestations. C'était 2 profs qui étaient venus comme ça. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait 7 ou 8 Français qui étaient otages. Nous on y était pour un voyage touristique à l'époque, mais c'était quand même très inquiétant. Et cette diplomatie de l'otage, les Iraniens l'ont fait à plusieurs reprises. Donc on connaît les habitudes des Iraniens, on connaît ce dont ils sont capables, les pendaisons en public à des grues, voilà, on sait ce que c'est. Mais en revanche, peut-être que cette image du régime iranien, on va dire archaïque, avec son guide suprême, ce chiisme antédiluvien, cette façon nous a peut-être fait faux bond, et je reviens à cette vision que nous avons trop souvent de l'autre comme étant quelqu'un forcément de rétrograde, d'archaïque, et donc forcément d'incompétent et de nul. Et là, on est en train de voir que l'Iran, en dépit on va dire de cette inclinaison religieuse, mais des religieux, il y en a aussi en Israël et qui pèsent beaucoup aussi, voilà, mais est aussi un pays qui est ultra performant. Et alors, je voulais juste rajouter sur l'adaptation qu'on a vue de l'Iran, donc surprise le premier jour, on va dire monstre sans tête tout à coup, voilà, et puis tout à coup l'Iran qui s'adapte, qui progressivement réintègre des défenses antiaériennes, réintègre une DCA, alors dit-on abat certains avions israéliens. Les Israéliens ont évidemment rien dit là-dessus. Les Iraniens le proclament. On n'a pas encore vu de pilote. Voilà. Bon, tout ça est à prendre au conditionnel, mais l'Iran commence à reprendre et on s'aperçoit que l'Iran va progressivement, dans ses 2e et 3e frappes, ajuster ses tirs, en faire moins, viser le port d'Haïfa qui a été dévasté, la centrale électrique, la raffinerie, donc finalement la 2e ville du pays qui est vraiment endommagée, les bases donc de Nevatin, de Tel Nof également, et donc l'Iran fait moins de tirs, mais ils sont plus précis. Et alors là, on est vraiment dans la planification. C'est-à-dire, les Israéliens, ils font de la planification. Hein. Donc, premier jour, objectif. 2e jour, objectif. 3e jour, objectif. C'est du militaire pur. Les Iraniens, ils sont obligés de pallier à l'absence des chefs qui ont été éliminés. Mais ils y arrivent très bien. Et hier, il y a eu une chose absolument incroyable, c'est que pendant toute la journée, les Israéliens vont pilonner, tenter de trouver les camions qui lancent les lance-missiles, en fait. Et ce qu'ont fait les Iraniens, en fait, ils en ont disposé des faux, des leurs, le long des routes. Donc pendant toute la journée, l'aviation israélienne s'est acharnée à les détruire pour qu'ils ne frappent pas la nuit tombée. Et au moment où l'aviation israélienne n'avait plus de kérosène, donc elle est rentrée dans sa base, là ils ont fait partir les vrais missiles. Voilà. Ce qu'il y a de remarquable, donc il y a vraiment une adaptation, quoi. Et il y a une adaptation, voilà. Et en même temps, donc c'est inscrit dans la constitution iranienne qu'il faut détruire Israël. Oui. C'est inscrit dans la politique de Netanyahou qu'il faut détruire l'Iran. Autrement dit, on peut être étonné que les ripostes soient bien organisées, mais
Ça fait vraisemblablement des années qu'ils ont mis au point les plans, quoi. Mais je vous dis, ça fait le programme de missiles. Il n'y a pas besoin d'un chef d'état-major, en fait. Non, quelque part. Et puis sur ce qui est de la question des scientifiques, effectivement, il y a sans doute des scientifiques, mais ces gens-là sont rompus à l'idée d'être assassinés un jour. C'est-à-dire, d'abord, dans le chiisme, il y a la notion du martyr était extrêmement élevée. Donc, on l'a vu avec le Hezbollah, on l'a vu avec la perte de Nasrallah, ou ce qu'on a appelé les ninjas, c'est-à-dire les combattants, les jeunes combattants du Hezbollah voulaient mourir pour rejoindre leur Sayed au paradis, pour être à côté de lui. Donc il y a eu une vraie résistance au Liban Sud, pareil aussi médiatiquement, à part à regarder la presse israélienne qui dit la vérité, chez nous ça a été complètement tué, mais moi j'ai vu des commandants israéliens interrogés, pas simplement dans Haaretz, parce qu'on nous met toujours, on dit voilà, Haaretz c'est le journal de gauche, ils sont contre Netanyahou, machin, mais aussi dans Yedot Aharonot, même dans le Jérusalem Post, où des commandants disaient on est face à des types, là on va pas y arriver. Et effectivement, les Israéliens, au bout d'un moment, ayant atteint leur objectif de détruire, on va dire, 30 à 40% du potentiel de missiles du Hezbollah, ils les ont pas tous détruits, hein. C'est pour ça que là, il y a aussi une vraie interrogation. Le Hezbollah n'a pas réagi pour le moment, hein. Il y a simplement les Houthis et les Iraniens. Mais ça peut arriver, donc il en reste encore des rampes de lancement. Ils les ont, on va dire, suffisamment amoindris pour ensuite se dire, c'est bon, on arrête les frais, on a perdu plusieurs centaines de soldats. On retourne, c'est plus le Liban Sud qu'on a occupé en 1982, c'est fini. Précisément, sur la question des missiles, ce qu'on trouve assez fascinant, c'est que, d'une certaine façon, quand on se souvient que quand le Hamas a lancé son offensive contre Israël, il y a eu, je crois, 1400 missiles, si je dis pas de bêtises, qui ont été tirés en très peu de temps, justement contre Israël. On sait que le Hezbollah a pilonné Israël aussi pendant un certain temps, et en fait, avec beaucoup moins de succès que les Iraniens, qui sont, que vous l'avez dit, à au moins 2000 km pour faire leur tir. Comment c'est possible, même techniquement, que, en fait, que ces missiles, finalement, qui viennent d'il y a 2000 km, que les Israéliens peuvent voir venir par leurs renseignements et par leur trajectoire, en fait, aient beaucoup moins de succès que les missiles du Hezbollah et du Hamas. Après, c'est l'expérimentation le clash des systèmes de défense par rapport aux systèmes d'attaque qui se font dans la réalité. Le dôme a été saturé par le nombre de missiles. La première nuit et la deuxième nuit, il y a vraiment le problème de l'hypersonique. Les missiles balistiques, vous savez, hein, le principe du missile balistique, il va au-delà de l'atmosphère. Hein, il redescend ensuite avec la gravité et ensuite il vient percuter. C'est une science extrêmement complexe que donc les Iraniens ont vraiment développée ces dernières années. Ils ont je vous dis, mais ce qui est intéressant, c'est que les Russes aussi ont démontré cette capacité déjà de frapper dans la profondeur. Souvenez-vous d'Oreshnik, ce missile hypersonique qui a frappé l'usine à côté de Dniepro, en riposte à l'autorisation par Joe Biden d'utiliser des armes à longue portée contre le territoire russe. Quand Joe Biden a donné l'autorisation aux Ukrainiens de frapper en profondeur la Russie, Poutine a répliqué avec ce fameux missile Oreshnik qui normalement porte une tête nucléaire. Mais bon, en signe d'avertissement, ils ont fait 100 têtes nucléaires, voilà. Et vous remarquez que l'histoire des missiles à longue portée, pendant très longtemps, on n'en a plus entendu parler. Donc ça a calmé tout le monde, cette histoire. Voilà, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des armes. Les Russes ont les Kinzhal, ont les Kaliber, les Iskander, ils ont quand même des missiles extrêmement sophistiqués. Et ce dont on se rend compte, c'est que les Iraniens ont de leur côté développé aussi des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. L'hypersonique n'est pas une arme maîtrisée par l'Occident et on n'a pas forcément la réponse. Les Américains ont des programmes évidemment pour essayer d'être compétitifs, mais les systèmes de défense aujourd'hui sont inefficaces. Quand vous nous parlez d'Israël, Régis Le Sommier, vous nous avez dit voilà, Israël part en guerre, envoie ses missiles, et puis ensuite, dès que le pays réalise qu'il va y avoir une riposte, et là, ils appellent à l'aide les États-Unis. Vous le présentez comme si c'était une quasi-certitude pour les Israéliens de se dire on peut attaquer, on peut choisir de faire l'enfant turbulent au Moyen-Orient, et puis de toute façon, on aura le soutien du grand frère et des États-Unis qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'ils affichent cette... On a l'impression qu'ils comptent là-dessus presque
que ça fait partie de leur stratégie. Parce que ça fait partie de l'état d'esprit depuis très longtemps. Les relations entre les États-Unis et Israël sont extrêmement étroites. C'est même un objet un argument politique quand il y a une campagne électorale. Quand on n'est pas pro-israélien, on n'a pratiquement aucune chance d'être élu. Enfin, en tout cas, on n'est pas soutenu, etc., etc. Donc, il y a cette on va dire, cette proximité, l'allié, c'est l'allié numéro 1 des États-Unis. Donc, et puis à chaque moment, même dans les moments de crise, souvenez-vous, même sous l'administration Biden, les Israéliens ont continué à bombarder Gaza. Joe Biden a tenté d'intervenir, Anthony Blinken aussi, pour que l'aide humanitaire puisse rentrer. Donald Trump pourrait rompre un peu avec cette tradition. Je pense que Donald Trump ne rompra pas avec cette position, mais je pense que Donald Trump a un problème avec Benjamin Netanyahou. C'est un peu différent. C'est-à-dire que je pense que le soutien, Donald Trump a montré lors de son précédent mandat que c'était le meilleur allié d'Israël. C'est lui qui a fait les accords d'Abraham, c'est lui qui a ramené l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Donc symboliquement, il a fait beaucoup et on peut difficilement le prendre en défaut d'absence de solidarité avec Israël. En revanche, avec la personne de Netanyahou, c'est un peu différent quand quelqu'un, par rapport à justement de Donald Trump, a eu l'impression que Netanyahou l'avait laissé tomber et il a la dent dure contre ceux qui l'ont à un moment, voilà. Et Donald Trump croit intimement qu'il peut résoudre les conflits à travers du business ou à travers des accords et faire des guerres commerciales, oui, mais pas faire des guerres militaires. Et donc, ce qu'il espérait avec l'Iran, il avait mis beaucoup d'espoir dans la réalisation de ce traité nucléaire avec l'Iran, qui est une forme de réactivation de l'accord de Vienne de 2015. En gros, c'est on encadre votre nucléaire et on lève les sanctions en échange. C'est ça qui était en train de se passer, même si cet accord avait été déchiré et jeté à la poubelle par le même Donald Trump. Mais là, comme c'est lui qui le fait et pas Barack Obama, il y voit tout de suite voilà. Donc là, je pense qu'il y a voilà. Maintenant, sur la question de ce qui peut se passer, si le nombre de morts commence à monter en Israël, je pense que les États-Unis interviendront aux côtés des Israéliens. Oui, je pense que en revanche, ce qui n'est peut-être pas le cas si la situation s'aggrave pour l'Iran, je ne pense pas que la Chine, qui est derrière l'Iran, il y a aussi la Russie, parce que vous savez, les Chinois, ils interviennent pas gratuitement, c'est du business, c'est pas du tout la même philosophie. Ils aident le programme nucléaire iranien, c'est eux qui fournissent le gaz qui permet l'enrichissement de l'uranium, donc c'est quand même une pièce importante du puzzle. Ils ont vraiment des billes en Iran, et d'ailleurs, ils se sont très tôt manifestés contre l'intervention des Israéliens. Ils ont été très très vocaux là-dessus, mais ce qu'on remarque, c'est quand même très intéressant avec cet affrontement, c'est qu'on est dans un point chaud d'une guerre froide 2.0, vraiment. Vous avez l'Iran, le Pakistan derrière, qui lui a la bombe atomique. Alors, les fantasmes des Iraniens seraient que les Pakistanais, si ça s'écroule, interviennent et balancent une bombe sur Israël. Mais mon avis, Israël ça aussi n'arrivera a l'arme pas. atomique. Enfin, les deux pays, l'Iran est proche d'avoir l'arme atomique et Israël a l'arme atomique Oui, pour le coup. bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a un risque pour le coup de conflit nucléaire? Alors, moi je dis, il y a une chose que vous pouvez regarder sur tous les plateaux de télé, vous n'entendez jamais cet argument, mais le problème qu'ont les Israéliens, c'est une question de taille et de géographie. Ok, il y a 2000 km, mais on voit que les uns et les autres prennent avantage de ça, ont des capacités de projection, soit avec leurs missiles, soit avec leur aviation. Mais le problème, c'est que l'Iran est immense et qu'Israël est tout petit. C'est beaucoup plus facile pour les Iraniens de viser un territoire minuscule que pour les Israéliens de saturer ou d'arriver justement à amoindrir et à détruire le potentiel militaire iranien, dont on se doute bien qu'il est sous des montagnes à des profondeurs incroyables. Je vous donne l'exemple de la centrale atomique de Fordo, qui est une centrale... elle est pas encore, elle est en construction, mais si vous voulez, où il y a les nouvelles centrales, les RC9 qui sont les nouvelles centrifugeuses dernière génération, il y a des blocs de béton
dans lesquelles se trouvent ces centrifugeuses. Il y en a aussi à Natanz, qui est le centre historique du nucléaire iranien qui a été bien abîmé depuis le début par Israël. En revanche, Fordo, pour le moment, ils n'y ont pas touché, ou très peu. Pourquoi ? Parce qu'il leur faut une bombe spécifique qui s'appelle la GBU-57. Cette GBU-57, il n'y a que les Américains qui l'ont. Elle est transportée par les bombardiers B-2 américains et elle pèse 14 tonnes. Alors, je mets un bémol déjà sur ce que je viens de dire, parce que même si les Américains interviennent avec cette bombe pour percer le béton, alors la bombe, pour un béton normal, elle arrive, la GBU 57, elle arrive à 60 mètres de profondeur. Avec le béton utilisé par les Iraniens, dont je ne connais plus la nomenclature, le UC, PH ou un truc comme ça, avec ce béton-là, la GBU est capable d'en compresser, d'en éclater 2 mètres. Ça veut dire que si vous avez 10 mètres de béton, c'est un peu comme les bombardiers Lancaster britanniques contre la base de Lorient ou de Brest de sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que face à des quantités de béton avec on imagine des chambres pour diffuser justement le souffle, comme les Allemands les avaient conçus. Le béton, c'est quand même le bunker, c'est une spécialité allemande. Et d'ailleurs, moi j'avais vu les bunkers de Saddam Hussein, que j'ai eu l'occasion d'en visiter en Irak, étaient de même conception. C'est les Allemands qui les avaient faits. Je ne connais pas exactement qui a construit Fordo pour les Iraniens, mais donc vous imaginez, vous avez 2 mètres, donc il vous faut plusieurs bombes et les Américains ne les ont pas fournies. Donc donc ça veut dire que le programme, il est enterré, il est sous une montagne, et il y a plein d'endroits comme ça. Les gardiens de la Révolution, quand on regarde un petit peu leur actualité, ils ont montré des vidéos où on a l'impression d'être dans des bases secrètes du Dr No dans James Bond. Enfin, c'est des trucs incroyables avec des camions gigantesques, des missiles partout, et tout à coup la lumière du jour qui arrive et l'ogive qui part. Enfin bref, ils ont montré ça. Mais évidemment, ils n'ont pas dit où c'était, et on sait que l'Iran a une quantité de montagnes. Iran très grand, Israël tout petit. C'est aussi un avantage de l'Iran.